c'est le nouveau visage d'émission. Mais en feuilletant les vieux numéros des missions catholiques, ceux des années 1880, on ne peut se défendre d'une nostalgie. Ça avait une allure, on dirait du Jules Verne. De telles missions existeraient-elles encore de nos jours? Mais oui, et en beaucoup plus d'endroits qu'on ne le croit d'ordinaire. Partie méridionale de la péninsule indo-chinoise. Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam. Entre la vallée du Mékong et la mer de Chine, la zone des Grands Plateaux. De Saïgon à Kontum, point central des Grands Plateaux, 600 km. L'aventure commence dès la zone montagneuse, où l'on peut faire des dizaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive. La route, saccagée par les grandes pluies d'été, devient de plus en plus dure. En certains points, on doit même l'armer au bambou pour l'empêcher de déguerpir. Une panne, cela signifie alors quelque chose. Un véhicule peut rester là plusieurs jours, et même jusqu'à la fin de ses jours. Dernière épreuve avant de pénétrer dans Kontum, le passage du pont sur la rivière Bla. En temps normal, c'est du nanan, et le pont voit passer chaque jour des véhicules et des gens de toutes sortes. Quand la rivière gonfle au début de l'été, elle arrive au tablier du pont, et c'est la providence des lavandières. Mais quand le Blas se fâche pour de bon, il arrive à passer par-dessus le pont, si bien que certains estiment prudent de revêtir le costume de bain. C'est alors la terreur des chauffeurs, car on peut en sortir sans trop s'en apercevoir. Il n'y a plus qu'à sauver la cargaison en attendant les secours. Somme toute, un grand lavage à l'œil.
Kon Tum, nom qui sonne comme deux coups de gong, est un village qui a la superficie d'une ville. Les rues de Kon Tum ont quelque chose de vague, d'inachevé et d'inattendu. Comme celle des quelques autres petits centres des plateaux, la population de Kon Tum est vietnamienne. Il y a tout de même 200 mètres qui ressemblent à une vraie rue. Cela nous mène au marché. À côté de ce qui intéresse tout le monde, on y trouve les marchandises classiques et modernes à l'usage de la clientèle vietnamienne, cependant que d'autres marchandises sont visiblement destinées à une autre clientèle venue de la campagne. Et tout se passe dans l'ordre, sous l'œil vigilant du shérif. Aujourd'hui, toutefois, il n'y a plus de ville complètement isolée. Mais il arrive que, dès l'atterrissage, on se rende compte qu'on aborde ici un autre monde, celui des montagnards et des grands plateaux. Ces plateaux s'étagent en moyenne de 400 à 1000 mètres. Le point culminant s'élève à 2750 mètres. Forêts et savanes recouvrent le tout. Les grands plateaux connaissent deux saisons, un été pluvieux et un hiver sec. Et là, l'horizon se boursoufle du pustule d'un volcan éteint. Dans certains cratères morts dorment des lacs. Par endroits sourdent des sources bouillantes. De brusques dépressions en gradins coupent les rivières de nombreuses cataractes. Quelques bas-fonds enfin retiennent les eaux et forment lac. Sur toute l'étendue des plateaux vivent un bon million de montagnards, dont les 4/5e en territoire vietnamien. Les villages sont souvent dominés par d'imposantes maisons communes où se tiennent les conseils des anciens et où dorment les jeunes gens non encore mariés.
maison d'habitation est conçue par certaines tribus comme un vrai phalanstère et peut atteindre 100 mètres de long. Bien malin qui pourra tirer au clair l'origine des gens qu'on y rencontre. On discerne parmi eux des visages d'Asie, sans doute, mais aussi des visages d'Afrique, des visages d'Océanie, des visages d'Europe, des types ziganes. L'Indien des Indes et l'Indien peau-rouge américain. Et des visages de partout et de nulle part. La vie grouille à tous les étages. Tandis que d'autres s'adonnent au sport. Sans compter que la forêt voisine fournit toutes sortes d'animaux charmants, parfaitement capables d'apprivoiser l'homme. Du plus petit jusqu'au plus grand de la civette à l'éléphant. Et sans parler d'autres bêtes qu'on chasse dans d'autres forêts. La maison montagnarde est bâtie sur pilotis. Maintenant, si ça vous fatigue de monter et de descendre les escaliers, les montagnards cultivent leur riz suivant des méthodes rudimentaires et malheureusement plutôt destructrices. C'est ainsi qu'on se procure un champ. C'est ainsi qu'on le laboure et qu'on l'ensemence. C'est ainsi qu'on moissonne.
C'est ainsi qu'on décortique. Mais du riz sec, c'est un peu maigre. Voulez-vous qu'on vous prépare un civet de petit gris? Alors, un rôti de souris? Évidemment, quand on a mis la main sur un cerf, c'est plus substantiel. On commence par les tripes à la mode montagnarde. Les ruminants fournissent, outre la viande, les épinards, qui possèdent l'avantage d'être déjà à moitié digérés. Non, vraiment, ça ne vous dit rien? Alors, allons à la pêche. Il existe plusieurs méthodes. Que c'est beau. Recommencez-nous cela tout doucement. Là. Mais nous ne vous demandions pas de vous jeter vous-même à l'eau. Au fait, si vous vous y trouvez bien. Mais on n'est pas toujours dans l'eau. Et il faut bien s'habiller, encore que légèrement, et fabriquer aussi les autres objets d'usage courant. Ici, ce n'est pas le tour qui tourne, c'est le tourneur, qui est habituellement une tourneuse. La tribu des Sedang connaît depuis toujours l'art de la forge, ce qui lui assurait jadis le redoutable monopole des armes et des outils. Et que ne fait-on pas avec un coutelas et du bambou? Ceci est le signal danger à l'usage des hommes pour les prévenir qu'il y a là un piège, véritable arbalète automatique, à l'usage des sangliers, des cerfs et des tigres. Les ponts et chaussées montagnards arrivent également à réaliser d'imposants travaux d'art, mais les arts libéraux sont nécessaires eux aussi pour l'embellissement de la vie. Et voici l'orgue montagnard, l'instrument dont on joue sans y toucher.
un chef-d'œuvre de la civilisation du bambou, le grand xylophone hydraulique des Sedans. Voyons le moteur, puis à travers sentiers et champs, les transmissions, à l'autre bout du dispositif, le contrepoids, enfin l'instrument qui chante pour la forêt. Une centaine de tubes de toute taille, pas un clou, pas un bout de ficelle, rien que du bambou, et de la poésie au cœur de ceux qui l'ont réalisé. Eh bien, dansez maintenant. Pour évoquer l'époque glorieuse, si l'on veut, où l'on pouvait se faire librement la guerre entre villages sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de l'ONU, on va exécuter pour vous la grande danse de guerre, destinée à doper les combattants avant l'attaque. L'ennemi est représenté par le gros tambour. De rotin dressé en travers du sentier doit interdire l'accès du village à un esprit indésirable. Malgré leur apparente insouciance, les montagnards vivent dans la terreur d'une multitude de génies plus ou moins bien ou malveillants. Et pour se concilier leur faveur, ils leur immolent des fortunes entières. Ce village s'est préparé depuis plus d'un mois pour le grand sacrifice des buffles aux génies de la terre. Pénible corrida qui se pratique suivant un cérémonial cruel. On commence par trancher les tendons des jarrets arrière du buffle pour que le pauvre animal, vaincu par la fatigue et la douleur, s'immobilise. Alors, c'est l'estocade, qui tolère plusieurs coups, car la peau du buffle est épaisse, large ses côtes et dure sa vie. Mais une seule blessure et au flanc droit. Certains jours de délire sanguinaire, jusqu'à 50 de ces magnifiques animaux, amis naturels de l'homme, pourront être ainsi sacrifiés. La fortune de plusieurs villages.
Les viscères et le sang sont recueillis. La viande est débitée en tout petits morceaux, séchée au soleil, et constituera pendant plusieurs mois une nourriture sacrée. La tête osseuse sera accrochée à la paroi de la maison comme trophée sacré, siège d'un esprit redoutable. Un jour, dans un district du pays Sedang, un homme de la tribu voisine des Banars était venu et avait raconté des choses étonnantes sans aucun succès. Décidé à quitter les lieux, il avait toutefois suggéré au chef Sedang de donner une beuverie à l'occasion de son départ. Mais comment donc, avait approuvé le chef, car tous les bons prétextes ne sont-ils pas à saisir pour l'organisation d'une beuverie? Cependant que l'ambiance montait, le catéchiste Banard, qui avait bu au moins autant que les autres, tint au chef à peu près ce langage. Au fond, vous les Sedang, vous êtes de pauvres types. Pour un oui ou pour un non, il vous faut sacrifier une chèvre, un cochon, un buffle, quand ce n'est pas un homme, pour des tas de faux génies dont vous avez peur. Nous les chrétiens, on s'est débarrassé de tout ça. C'est plus économique et on est plus heureux. Pour lors, le chef le prend un peu haut. Faudrait pas te figurer que les chrétiens sont plus malins que les autres, non? Mais vous ne voyez donc pas que vos sorciers vous font boire tout ce qu'ils veulent et vous gobez tout comme des gosses. Nous les chrétiens, vous les chrétiens, vous les chrétiens, vous n'êtes pas plus malins que les autres. Et tu te figures qu'on ne serait pas capable d'être chrétien, nous peut-être? Eh bien on se fera chrétien, tu verras, imbécile. On se fera chrétien, on se fera chrétien, oui on se fera chrétien. Mais ne sais-tu pas, malheureux, que pour te faire chrétien, il faudra jeter à terre tous les génies de ta maison? Tu n'oseras jamais. Si ton espèce de sorcier blanc vient et les jette lui-même, eh bien, soit. Les belles choses commencent parfois bizarrement. Ainsi en avait-il été pour ce district Sedang.
Et comme quoi, certains serments d'ivrogne peuvent être tenus. Aujourd'hui, 30 000 montagnards sont chrétiens, et c'est là le travail de 100 ans. Mais le mouvement tend actuellement à s'amplifier. Car sur le marché de Kontum, on trouve des hommes d'une autre race encore, des Français. Ceux-ci étaient sur les plateaux avant qu'il y eût une ville de Kontum, avant qu'il y eût une Indochine française, avant qu'il y eût des Vietnamiens à habiter ces contrées. Ils y furent envoyés en 1851 par le bienheureux martyr Étienne Cuneau, évêque de la Cochinchine orientale. Et maintenant qu'il n'y a plus de protectorat français en Indochine, ils sont toujours là, une trentaine de missionnaires avec une cinquantaine de prêtres vietnamiens. Ce sont des hommes heureux dont beaucoup roulent au taux, certains en furent de véritables pionniers, sur des routes pittoresques et accidentées. Charmantes en hiver, exquises en été. Les routes des plateaux ne sont d'ailleurs pas toujours automobilables. Comme partout, la route appartient à tout le monde. Pourtant, quoi de plus rassurant que le spectacle d'un tigre en train de brouter? Ne pas s'y fier. S'il broute, c'est qu'il veut se purger. C'est donc qu'il a mal au ventre. Donc de méchante humeur. Donc peu disposé à céder le passage. Alors, les grands moyens? Non mais non mais? De quoi? Ce fut atroce, et le rendez-vous charitable souffrit un peu de retard. L'imposant évêché séminaire, bâti en 1934, entièrement avec les moyens du bord, la terre et le bois, et le poste de commandement du vicaire apostolique de Kontum, son Excellence Monseigneur Seth. Il en est souvent absent, car la mission des Grands Plateaux, c'est d'abord 70 000 chrétiens, montagnards et vietnamiens, dispersés sur 60 000 kilomètres carrés.
faut se plier de bonne grâce aux coutumes du pays, ne serait-ce que pour prouver aux diocésains qu'on peut parfaitement s'arrêter de boire avant d'être dans le cirage. La mission de Kontum, c'est aussi des œuvres, bien entendu des écoles que la population vietnamienne fréquente en foule. De plus, pour les tribus montagnardes, dont plusieurs sont d'ailleurs régies par le matriarcat, les foyers de jeunes filles où elles apprennent leur métier de futures maîtresses de maison sont particulièrement utiles. Ici, comme partout, il y a des orphelins, des abandonnés. Et ceci, c'est le village maudit. Mais pas pour tout le monde. La fleur blanche, terreur des navigateurs d'autrefois. Mais pourquoi ne pas faire de ce village maudit un village modèle? Pourquoi ne pas apprendre à vivre comme des hommes et non pas comme des bêtes puantes? Car là est le drame. Les parents lépreux refusent de se séparer de leurs enfants. Et le cœur humain est tout de même une réalité dont il faut tenir compte, même quand c'est un cœur de lépreux. Toujours est-il qu'à force de soins, ces enfants élevés par leurs parents lépreux ne sont pas lépreux. Un jour peut-être, ils pourront quitter le village. Et un jour, tous les autres aussi quitteront le village pour un monde meilleur. La mission de Kontum, c'est encore une usine et un chantier. Et il faut rouler pour ravitailler. Il faut donc entretenir. Il faut éduquer et instruire. Il faut bâtir, car cette mission est en pleine extension.
la nouvelle école de formation des catéchistes montagnards à Kontum. Mais il faut encore bâtir de nouvelles églises en brousse, ainsi que de nouvelles écoles, car ceci doit être peu à peu remplacé par cela. Mais quoique les bâtiments soient modernes, l'enseignement y garde son cachet traditionnel. Cela vous étonne? Vous savez, ici, on n'attend même pas l'âge scolaire. Et puis les projets. Entre autres, on étudie l'emplacement d'un futur monastère bénédictin destiné à devenir un foyer de vie spirituelle au milieu du désert des âmes. La mission de Kontum, c'est enfin des problèmes. Le ministre de l'Éducation nationale du Vietnam vient visiter le nouveau collège secondaire des Frères. Après la présentation générale d'usage, le ministre passe dans chaque classe où lui sont spécialement présentés les élèves de race montagnarde. Car les montagnards doivent aujourd'hui s'instruire pour être à hauteur des événements qui commencent à modifier sérieusement la physionomie traditionnelle de leur pays. Ces événements sont les récentes grandes migrations de Vietnamiens sur les plateaux, par dizaines et dizaines de milliers, soldats colons, réfugiés du Nord-Vietnam à la suite de son abandon au gouvernement communiste. Des îles champignons poussent partout. C'est le brusque et massif contact avec un peuple plus civilisé, plus industrieux, plus prolifique. Il faudra savoir évoluer ou se condamner à disparaître. C'est la dure loi de l'histoire. Or, les montagnards sont capables d'évoluer. Plusieurs dizaines d'entre eux sont aujourd'hui officiers dans l'armée nationale. Ces jeunes gens, rentrés au séminaire, se préparent au sacerdoce. Ces jeunes filles sont devenues religieuses, mais destinées au ministère auprès de leurs frères de race, elles doivent garder le pied montagnard. Lors de la grande procession du Saint-Sacrement à Kontum, il n'est pas difficile de voir où se situe le meilleur et le plus sûr point de rencontre des deux foules vietnamiennes et montagnardes. Et aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de montagnards comprennent que leur venue au christianisme constitue leur grande chance de salut dans ce monde et dans l'autre.